Cosa Vostra. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, un épisode de pastille actu comme j'avais pu le faire en fin d'année dernière puisque c'est un peu aussi l'occasion de au-delà de parcours, de voir ce qui se passe un peu dans le monde des médias. Et en début d'année, on est début février, je voulais faire un peu un épisode sur les tendances, ce qui avait bien marché en 2020 et 2021. Et pour m'accompagner sur cet épisode, j'ai l'immense privilège de recevoir Marine Doux de Mediane, que je vais laisser se présenter et expliquer un peu ce qu'elle fait rapidement chez Mediane, avant que je vous présente un peu les 2-3 grandes tendances innovation qu'on a identifiées avec Marine et dont on voudrait vous parler. Marine, merci d'être là et bonjour. Bonjour François, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors Mediane, en fait, on s'est lancé en décembre 2020 avec pour objectif de faire émerger durablement de nouvelles voies. Concrètement, comment on fait ça ? Avec un studio de stratégie, création, design, marketing, et avec un réseau d'entraide, un centre de ressources qu'on va bientôt lancer pour aider celles et ceux qui fondent et font les médias. Ouais, qui ont souvent besoin de plein d'informations, ça part dans tous les sens, financiers, techniques, acquisition, audience, il y a pas mal de sujets. Ouais, ça fait pas mal de sujets, surtout qu'on est souvent journaliste ou parfois on vient du monde de l'édito ou de l'engagement et on n'a pas forcément les clés marketing, comptables, financières pour lancer son projet. Donc l'idée, c'est de les accompagner là-dessus pour rejoindre un peu leurs équipes et qu'ils se sentent un peu moins seuls au quotidien. Une belle mission. Et donc, on vous retrouve sur mediane.org et on a une newsletter 2 fois par mois. Il suffit de s'inscrire en ligne, c'est gratuit et c'est sympa. Je confirme, c'est une très belle newsletter avec plein de beaux sujets. Bravo en tout cas pour Mediane et j'espère que tout ira bien. On aura peut-être l'occasion de suivre ça dans un épisode spécial Mediane si ça marche. J'espère bien. En tout cas, donc voilà, les tendances 2020 et 2021, ce qui a marché. Évidemment, c'était une année noire, comme on le dit. Après, il y a toujours aussi l'occasion de se dire, dans une année de crise, il y a des opportunités. Comme je le disais, un peu spécial depuis le confinement en mars dernier, les Français ont largement augmenté leur consommation de médias. On a vu dans les médias les audiences exploser. Pour autant, des CPM, la publicité qui s'est effondrée. Alors une frilosité des annonceurs, tout a été un peu bloqué. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal, des grosses audiences, mais en même temps une baisse de la pub. Année d'élection présidentielle aux États-Unis, on a vu encore la montée en puissance des fake news et la difficulté de lutter contre elles. Donc, est-ce que justement une des solutions, c'est de payer pour les médias et puis, évidemment, il a fallu inventer de nouveaux formats. Il a fallu, par exemple, je pense à l'équipe qui n'avait pas d'actualité sportive, donc qui a dû forcément trouver de nouvelles manières de raconter des histoires. Voilà, j'ai identifié, et si t'en vois d'autres, Marine, tu n'hésites pas, mais les grandes tendances, alors les newsletters, évidemment, on en parlait là, il y a quelques secondes, tu pourras nous raconter ça. Le boom de la voix, que ce soit les podcasts, les enceintes connectées, il y a vraiment énormément de choses en 2020 et en 2021 qui vont venir. Plus sur tout ce qui est vidéo, l'explosion des formats capsules vidéo, mais aussi les lives en fait, dont je parle un peu plus tard. Vraiment, la vidéo il n'y a pas eu pas mal de nouvelles choses, et puis un peu de diversification toujours, parce que ça c'est un peu une tendance de fond, et puis quand on a du mal évidemment à monétiser son contenu et qu'on a une audience, on peut tenter à raison, parfois à tort, de diversifier. Donc voilà, c'est les grandes rubriques. On commence, donc on en parlait par les newsletters. La grande année des newsletters, donc nous on a choisi plutôt les podcasts, vous les newsletters chez Mediane, mais voilà, on a vu, et puis une des grandes nouveautés dont on a beaucoup parlé, c'est Substack.
Je sais pas si d'ailleurs vous utilisez Substack pour le lancement de votre newsletter, pour l'envoi. Alors Substack, oui, on a pas mal entendu parler. Nous, on n'est pas justement sur Substack. Pour l'instant, on est sur Mailchimp. On regarde aussi à potentiellement utiliser Standing Blue. En fait, on a avant tout pensé à définir, nous, notre produit en fonction justement des personnes à qui on allait s'adresser. Et finalement, aujourd'hui, si on voulait créer un produit avec un univers et une maquette d'un point de vue design assez proche de nous, notre identité, on a préféré choisir Mailchimp. Mais l'intérêt justement de pouvoir changer de support, c'est aussi l'intérêt des newsletters. Ouais. Substack, je trouve ça hyper intéressant. Notamment la question de la monétisation. Ouais, qui est vraiment ce qui résolve. C'est-à-dire que Substack, c'est parce que des outils d'envoi newsletter, de conception, on en avait, mais c'est vraiment la possibilité pour un journaliste, alors non, je dis journaliste, mais producteur de contenu, on va dire plus largement, de tout seul se créer une newsletter payante, et donc Substack va gérer la prise d'abonnement, les règlements, etc. C'est totalement transparent et sans effort pour celui qui crée sa newsletter. Ce qui n'était pas possible avant, à part quelques pionniers à la Brief Me dont on parlait tout à l'heure. On salue Laurent et Edmond. C'est ça que ça a permis vraiment, surtout Substack. Ça permet surtout à des journalistes ou à des personnes qui ont un engagement fort de tout d'un coup arriver, de pouvoir distribuer leur contenu. Après, il faut pas oublier que Substack, c'est comme les plateformes de crowdfunding, on donne aussi une com, donc c'est accepter de donner 10 à 15% en fait de ses revenus. Et surtout, avant d'avoir 10 à 15% de revenus qui partent pour Substack, il faut aller chercher les abonnés, et c'est pas parce qu'on fait une newsletter sur Substack que les abonnés vont arriver naturellement. Donc faut pas oublier ça. C'est la communication, une fois qu'elle est lancée, c'est à zéro, c'est là qu'il faut aller chercher. Oui, alors on peut-être alors pas dans cet épisode, mais ce sera intéressant quand même de voir des succès et des échecs, parce que je pense qu'il va y avoir, comme pour les podcasts, une espèce d'explosion de l'offre. Mais comment émerger justement? Peut-être les premiers, on en parle parce qu'il y a eu un peu de buzz, on va dire, autour de Substack. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et surtout il faut de la rigueur pour envoyer une newsletter payante. Il faut de la rigueur, il faut que une newsletter, c'est comme une sorte de, Brief Me l'a très bien compris, c'est un mini journal. Donc il faut qu'il y ait une raison éditoriale, il faut qu'il y ait des rubriquages, il faut qu'il y ait faut que le produit soit bien ciblé. Mais surtout, c'est que moi, ce que je trouve drôle en ce moment, c'est à quel point on est en train de mixer le boom de newsletter et le boom des podcasts. Nous, on accompagne pas mal de personnes aussi qui ont des podcasts à développer une newsletter. Parce que le newsletter, en fait, ce qui est génial, c'est que on aura toujours un lien avec l'audience grâce au mail. C'est pas comme sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou je ne sais qui, où tout d'un coup un changement d'algorithme, c'est ça, tout disparaît. Et aujourd'hui, justement, moi déjà, je vois ma consommation personnelle, les podcasts que je vais consommer, c'est aussi parce que je reçois une newsletter. Oui. Ça, c'est pas mal, effectivement. Donc, boom, newsletter plus podcast, ça fait très 2021, ça. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'est un peu le complément. Et puis ce petit rendez-vous de la newsletter, il y a Mathieu, mon associé, qui l'a fait justement sur Génération Do It Yourself, et il me dit que les retours sont assez exceptionnels, parce que contrairement à un podcast où tu peux pas réagir à un podcast newsletter, il suffit de cliquer sur reply et tu sais que tu l'envoies directement à la personne qui te l'a envoyé. Donc t'as un côté dans la relation presque encore plus direct qu'avec le podcast. Hyper intime, hyper direct, et surtout c'est que sur les newsletters, on peut installer des systèmes de recommandation et finalement de parrainage, alors que sur le podcast, on perd parfois un petit peu le lien entre justement entre la personne qui va écouter et la personne à qui elle va pouvoir le recommander, alors qu'avec une newsletter, il suffit de bidouiller un peu pour pouvoir savoir qui a retransféré, qui l'a partagé, et récompenser aussi, on parlera peut-être de Morning Brew, mais ce système de plus tu partages, plus tu as un intérêt formel ou informel de partager ce contenu autour de toi. Ouais, c'est clair. On peut parler de Morning Brew, effectivement, donc qui est une newsletter pour les millennials à la base, et donc qui a été racheté par Business Insider l'année dernière. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'était hallucinant. C'était pas 75 millions de dollars. C'était 75 millions de valo. C'était assez exceptionnel, quoi. Ouais, ce qui est fou pour une newsletter. Ce qui prouve alors évidemment, c'est un parmi, dont on parle beaucoup parce que les montants sont fous, mais là, ils avaient quand même pas mal compris de choses, Morning Brew. Je sais pas si tu la lis. Alors, je la lis pas systématiquement, mais ce que j'avais surtout apprécié, c'est leur système de referral. Je sais pas si tu... Si. Alors, nous, on suit pas mal ce que fait Morning Brew. Même un des cofondateurs, Austin Riff, raconte pas mal de choses assez drôles sur Twitter. Et quand on analyse justement le développement de Morning Brew, c'est passionnant parce qu'au début, ils ont justement créé ça parce qu'ils s'ennuyaient dans leur école de commerce. Ils trouvaient que le Financial Times ou le Wall Street Journal, c'était un peu ennuyant. Et donc, ils ont créé un produit qui était hyper adapté à leurs audiences
en faisant une sorte de mini pitch en début de chaque cours dans leur université, et donc en encourageant l'inscription au début juste sur un morceau de papier, et ensuite pour dire inscrivez-vous, vous aurez aussi des cadeaux. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont pensé un système justement de récompense qui est hyper adapté à leur cible. Demain, si je sais pas moi, les jours distribuaient juste des t-shirts, quoique ça pourrait peut-être marcher. Ouais, mais je suis pas sûre. Les t-shirts, c'est quand même le truc ultime qui marche toujours. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est penser les récompenses en fonction des cibles et de la promesse éditoriale aussi du média. Mais non, Morning Brew, je ne la lis pas toujours entièrement parce que parfois les sujets sont pas mes sujets favoris, mais il y a plein de trucs malins et le ton est toujours bien pensé et c'est hyper malin. C'est ça. Et en France, un peu dans la même veine, on peut parler de Snowball qui a bien marché. Et puis évidemment, Planète et Magma, j'avais reçu Arthur de Villemondy à ce micro justement sur le modèle. Alors lui, pour le coup, il est pas parti sur Substack. Je pense qu'aussi, voilà, ce Substack, j'ai aussi un peu l'impression que c'est bien peut-être quand tu démarres ou t'es petit, mais si tu veux aller au-delà, toucher d'autres canaux, ça c'est peut-être un peu limité. Il faudrait les recevoir pour ça. En tout cas, les newsletters, voilà, très 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 loin d'être mortes et enterrées. C'est vraiment le gros sujet. Alors j'en parle, toi, ça te paraît naturel que ce soit pas mort et enterré, mais j'entends encore des gens, des fois des éditeurs qui pensent que les newsletters c'est ce mail que tu reçois un peu relou, t'as tous les titres dans tes spams. Voilà, et avec les titres de tes articles, et c'est tout, juste une liste, on part en chronologique. Non, les newsletters, c'est ce moment un peu intime, justement, dont tu parles, voilà, où le moment tu choisis de le lire, t'es pas biaisé par un algorithme, donc c'est une belle manière d'être en contact direct avec son audience. Et c'est même le rapport le plus intime, je pense, c'est Politico qui l'avait très bien compris, et maintenant aujourd'hui Axios aux États-Unis, mais de savoir que à partir du moment où on vise une certaine cible et qu'on sait à qui on s'adresse, à partir du moment où tu sais à quel moment tu dois envoyer la newsletter, avec quel type de contenu, le playbook de Politico, donc qui est un média à la base américain dédié à la politique, c'est eux qui réveillaient Obama chaque matin, et ça avait fait, je crois, à l'époque, le playbook de Mike Allen avait fait la une du New York Times, justement parce que c'était la newsletter qu'il fallait lire. Et là, Politico aussi agrandi son équipe en France pour lancer le playbook français. Donc ces petites infos, à la fois les coulisses et les grandes décisions qui vont arriver à un niveau politique, c'est hyper malin, c'est gratuit, et c'est un moyen pour eux après d'amener de l'audience sur leur site et d'avoir d'autres types de monétisation. Ouais. Et ils la monétisent pas, cette newsletter? Ils la monétisent avec des encarts sinon publicitaires. Ils fonctionnent pas mal sur le sponsoring, mais après ils ont des systèmes de newsletter payantes. Justement, si tu es le patron d'une grande entreprise dans l'énergie, la tech, si t'as pas Politico Tech qui arrive dans ta boîte mail, c'est que t'as raté quelque chose. C'est que t'as raté quelque chose. Donc non, c'est assez malin. C'est à la fois du sponsoring et un système d'abonnement. Et Politico, j'avais la chance de participer au lancement de Politico Europe quand j'étais un petit peu plus jeune. Et tout est pensé, tout est hyper malin, et finalement ils ont aujourd'hui Politico Europe engrange même pas mal de revenus, donc c'est des modèles qui fonctionnent. Donc la newsletter, c'est loin d'être dépassé. Hyper travaillé, en tout cas, la newsletter. Hyper travaillé, hyper pensé d'un point de vue édito, marketing, enfin chaque détail est pensé. Design. Ouais, c'est pas juste le mail, comme tu disais, de récap d'articles un peu vitrine. Non, c'est ça. Et les grands médias l'ont compris, hein. Je crois que c'est le New York Times qui a plus de 70 newsletters. C'est assez fou, hein. C'est pas juste un produit d'appel ou d'acquisition d'audience, quoi. Exactement. Et il y a même maintenant depuis quelques temps maintenant des newsletters qui ont un temps fini, c'est-à-dire qu'ils vont lancer pour 6 semaines, 1 mois, ou sur des espèces de séries qui leur permettent d'en baser aussi quelque part, d'avoir peut-être des bases de personnes, et puis derrière, s'ils lancent un sujet, ils peuvent s'adresser directement à cette base. Exactement. Des bons sujets. C'est futé. C'est plutôt futé, des bons marketing. Donc effectivement, les newsletters, le gros carton qui va probablement, enfin de manière même sûre, continuer en 2021. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Surtout qu'il y a de la techno, maintenant on peut les monétiser en programmatique, hein. Je sais pas si t'as vu, donc alors je suis pas fan évidemment du truc, mais si t'es sur des gros volumes d'audience pas hyper ciblés, pourquoi pas. On en parlait, le pendant de la newsletter en 2020-2021, le pendant c'est la voix, c'est le podcast. J'en suis la première à avoir lancé mon podcast en 2020, c'est original. Mais non, voilà, donc le carton, et alors on ne peut pas citer Radio France en France évidemment, qui est le premier. Et j'en parle parce que au-delà du fait qu'ils sont hyper bons, sur le produit en lui-même, etc. Ce qui était intéressant, c'est que ça a pris tellement d'importance, le podcast, ils ont mis en place cette chronologie des médias. Tu sens quand même qu'il y a eu un shift entre un côté un peu
Far West dans le podcast où c'est distribué un peu partout gratuitement. À là maintenant, il y a des accords avec Spotify. Ils décident quel podcast va où. Ils essayent de privilégier un peu l'écoute chez eux. T'as observé ça un peu toi dans d'autres médias ou partout Alors non seulement oui, je pense que le move de Radio France est plutôt intelligent aussi parce que c'est un phénomène qu'on a eu aussi au moment où les médias arrivaient sur Internet parce qu'il y avait Internet, il fallait tout mettre en gratuit, il fallait tout mettre partout. En fait, non, il y a un bon contenu, il n'est pas forcément partout. Il doit être pensé à un moment sur telle ou telle plateforme. Et je pense qu'on est à un moment aussi de structuration de l'écosystème français. On arrive même au moment en France où on a des podcasteurs qui finissent par arrêter parce que ça fait 3 ou 4 ans et ils passent à autre chose. Je pense notamment à Siam Gibril de Génération XX qui la boucle son 100e épisode ou à Lorraine Bastide de Nouvelles Écoutes avec La Poudre. On arrive à un moment où l'écosystème aussi s'est pas mal structuré et donc des gens qui ont émergé avec le podcast sont aujourd'hui en train d'élargir leur écosystème média. C'est-à-dire tu continues leurs médias mais plus que sur du podcast. Plus que sur du podcast. En fait, c'était une manière de créer une marque, une audience, une communauté. Et même de faire émerger leur propre voix parce que c'était aussi Radio France un grand acteur de l'audio et du podcast, mais ce qui est génial avec le podcast, c'est qu'on a pu enfin entendre des voix différentes, des voix aussi de femmes qu'on n'entendait pas forcément dans les grands médias traditionnels. Ouais. Et je pense qu'on arrive à un moment où on shift aussi, où maintenant, oui, le podcast, c'est pas que c'est devenu mainstream, mais voilà, tout le monde a un podcast. Si vous vous disputez avec votre mère, vous allez en faire un podcast. Donc tout le monde en parle et c'est génial parce qu'il y a ce côté il suffit parfois d'un téléphone et d'une bonne connexion Internet pour le partager. Ouais, c'est un des médias les plus low cost quelque part. C'est ça. Mais il y a une plus grande exigence aussi. On peut plus juste faire n'importe quoi, sinon s'il y a un petit craquement parfois. Et ça, c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a encore 1 an de ça. Même nous chez Cosa Vostra on prenait un peu le low cost en se disant non mais c'est pas grave, chez Radio France c'est un peu des ayatollahs de la qualité, c'est parce qu'ils viennent de la radio etc, mais ce qui compte c'est ton contenu. On se rend compte comme tu dis ça s'est vachement professionnalisé et des choses qu'on pouvait faire il y a 1 an 2 ans tu peux plus les faire. Il y a quand même le standard il s'est vachement élevé en termes de qualité. Le standard s'est élevé et c'est pareil, c'est toujours une question de promesse éditoriale. Si l'idée c'est de faire une conversation entre potes et on entend comme on se disait tout à l'heure les bruits de bière derrière, c'est cool. Chez Floodcast. C'est ça. Si c'est une fiction sonore à la Louis Média où chaque petit détail est travaillé, où il y a une expérience sonore, on peut pas se permettre ça quoi. Non. Donc forcément le niveau aussi est monté encore un peu plus. Oui, parce qu'il y a des productions encore plus riches, effectivement, et c'est plus juste de la discussion enregistrée au comptoir, quoi. Ce qu'on fait un petit peu là sur ce format-là, oui. Mais je l'assume totalement. C'est aussi l'occasion, ouais, exactement, de parler un peu de tout ça. Et voilà, donc le côté, on sent que bon là, on parlait de Radio France, qui essaye de faire que le maximum d'écoute soit fait dans leur écosystème, parce que donc justement, t'as le côté, tu sais où c'est consommé, ton contenu, tu sais un peu les notions de brain safety, où tu veux que tout l'écosystème, tout le contexte autour de ton contenu soit maîtrisé. Et on sent chez les gros acteurs, Spotify, qui a dépensé 600 millions de dollars ces 18 derniers mois, avec des rachats, alors Wandery, qu'on a vu racheter c'était en fin d'année dernière. Ils ont aussi des hosts, enfin des guests, Harry et Meghan, donc le couple royal anglais qui a signé en exclusivité. Je crois qu'ils sont Michelle Obama. Tu sens quand même qu'il y a une espèce d'énorme bataille mondiale, à la fois sur les technos, mais à la fois aussi sur ces contenus. Ça va être un peu qui aura les plus belles exclusivités. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de monter aussi sur les personnalités qui vont aller chercher, mais aussi, ça rappelle que le podcast, c'est avant tout un ou une, justement, host, et c'est lié à sa personnalité, son ton de voix, son histoire, et c'est ça qui est intéressant aussi avec le podcast, c'est pas simplement quelqu'un qui prend le micro, il prend le micro avec un historique des valeurs, des centres d'intérêt, et c'est ça que je trouve intéressant. Même voilà, quand on va chercher le couple princier, on va aller chercher pour une raison particulière. Quand on écoute, je pense au podcast Bas les pattes de RFI, c'est Népalid Traoré qui va parler, et c'est son histoire, c'est justement ce qu'elle a connu et ce qu'elle a vécu, et c'est ça qui fait la qualité justement de ce contenu. C'est pas n'importe quel journaliste ou créateur de contenu qui a pris la parole. Oui, t'es pas interchangeable. Alors même si sur un article écrit, t'es pas non plus interchangeable, mais t'es à côté beaucoup plus incarné, en fait, de la voix. Plus intime, plus incarné. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu seras peut-être mieux rémunéré ou mieux payé si t'es une voix où tu pèses un peu plus, tu vois, dans les médias? Je sais pas s'il va y avoir un changement de statut, parce que c'est vrai que si t'as une émission qui marche bien, tu peux pas juste changer d'animateur, de présentateur, quoi. C'est pas possible. C'est trop impactant.
extrêmement impactant et surtout c'est que ça implique forcément un changement de format ou de stratégie ou alors que ce soit totalement assumé. On arrive justement à ce moment où certains grands podcasts sont obligés parfois de changer justement de présentatrice ou présentateur et ça crée forcément des questionnements parce qu'il y a un attachement de l'audience à cette personne-là. Ouais. Donc oui, il y a des gens qui resteront à écouter ce podcast, mais peut-être que les personnes suivront justement cette voie là où elle ira ensuite. Quel que soit le studio. Quel que soit le studio, voilà. Ça va être intéressant de suivre ça parce qu'on l'avait pas. Alors on l'avait un peu dans la télévision, tu vois, t'as quand même des gens qui suivent des animateurs qui passent d'une chaîne à l'autre et je pense que ça pèse dans les négociations de contrats, etc. Ce qu'on peut plus difficilement mesurer pour un journaliste de presse écrite ou alors son nombre de followers sur Twitter, etc. Mais c'est peut-être moins. Oui, et surtout c'est qu'en France, dans les écoles de journalisme, on a aussi cette éthique de ne pas se mettre en avant, contrairement au journalisme anglo-saxon où c'est d'où le succès de Substack aussi aux États-Unis, c'est que on parle justement de personnes qui travaillent pour un média, alors qu'en France, pendant très longtemps, on allait mettre juste les initiales ou même c'est pas dans la déontologie journalistique française. Ouais. Et on est un peu en train de migrer là-dessus, notamment, je pense, avec le podcast qui pousse la mise en avant des personnes qui créent le contenu. Tu peux pas te cacher là. Ouais, c'est ça. Donc il va peut-être y avoir un petit changement par rapport à ça aussi. Journaliste star, quoi. Exactement. On va suivre ça. Sur le podcast, les flash infos sur les enceintes connectées. Alors, je l'ai noté, mais en vrai, j'aurais presque pu mettre un peu un flop. Alors, je sais qu'il y en a qui marchent, mais j'ai l'impression que les enceintes connectées, on en a parlé comme vraiment the next big thing et j'en vois pas. Enfin, je connais peu de gens qui ont un usage régulier. J'en ai vu une, mon associé Baptiste. D'accord. Mais en vrai, c'est-à-dire que moi, c'est plus le côté de savoir que si je vais dire Alexa ou Google ou je ne sais quoi, le truc s'allume, donc ça a un côté un peu jouet. Ouais. Mais ça aussi a un côté un peu inquiétant de savoir. Je pense qu'il y a notamment en France et en Europe de façon générale pas mal de questions liées à la confidentialité, à la sécurité. Donc forcément, disons que les sociétés qui sont derrière, on peut se poser, enfin que ce soit Amazon, Google, alors il y a pas Facebook, ils en ont pas encore, mais tu te dis, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un micro en permanence chez toi de ces boîtes dont t'es le produit et qui vendent tes datas? Il y a un côté ouf, quelque part, presque à acheter ça. Bon, après, c'est un autre sujet, on pourrait faire un épisode là-dessus, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, j'en avais offert un à mes parents qu'ils ont vite débranché, et puis je les ai vite compris en disant, bon, une fois que t'as joué à éteindre les lumières, faire 2-3 trucs, etc., tu te dis, non, mais je peux pas avoir ça chez moi, quoi. Et surtout sur le côté flash info, encore, nous, c'est vrai que quand je vais en Bretagne chez mon associé, on trouve ça cool de pouvoir lancer France Inter comme ça facilement, mais on va pas du tout avoir ce logique de j'ai envie d'écouter un flash info. Si on a envie d'écouter un flash info, on va mettre France Info et on sait qu'il y a 10 minutes plus tard. Dans 10 minutes, un quart d'heure, tu auras fait le tour de ton. Exactement. Donc je pense que l'usage est pas encore ultra abouti, mais peut-être que ça changera. Ouais, en tout cas, il y a des gros moyens qui sont mis dessus. Je suis assez persuadé. C'est Europe 1 aussi qui a fait pas mal de choses autour de ça. Ça viendra. Après, c'est plus l'adoption par les gens, etc., de ces usages. Et une petite initiative que j'ai vue, j'ai pas totalement creusé, Uncut de Manuel Diaz. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça, qui est une plateforme de live podcasting, donc qui permet à tout podcasteur de lancer son podcast un peu à la Zencaster, d'enregistrer, mais surtout avec des fonctions live et vidéo. Donc je pense que pareil, un peu à la Substack sur les newsletters, ça va être, je pense, l'émergence d'outils et de plateformes qui vont permettre encore plus d'élargir l'offre de podcasts et des outils, et puis peut-être aussi plus de vidéos. On parle beaucoup de vidéos maintenant autour du podcast, est-ce qu'il faut y aller ou pas, mais à suivre. Autour de la voix, je sais pas si tu as vu autre chose de la voix ou les podcasts qui t'a intéressé, vu. Ce que je trouve assez drôle en ce moment, c'est le revival de tout ce qui est justement capsule audio, mais au sens à la fois de l'usage sur WhatsApp, sur Instagram. Je vois même moi mon propre usage de m'enregistrer pour lui décrire un message parce qu'un message c'est trop long. Alors, ça c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Il y a plein de gens qui le font. Alors moi, je vais t'avouer, j'aime pas trop. Parce que j'ai l'impression de perdre mon temps à écouter un message versus le lire où j'ai l'impression qu'en une seconde, j'ai compris le truc. Mais je comprends le côté aussi simple de celui qui envoie. En fait, c'est tout ou rien. J'ai l'impression que soit des gens adorent le faire, etc. T'as pas des retours de gens qui disent. Alors, si, mais c'est très générationnel. C'est-à-dire que, par exemple. Ok, je suis vieux. Non, mais je vois mon associé, on a le même âge, on a 25 ans, mais il y a ce côté de la première note vocale que j'ai dû lui faire, il m'a insulté. Alors que, justement, les gens de 30, 40 ans, pareil. Et à l'inverse,
l'inverse, moi j'ai pris ce mouvement parce que je fréquente aussi des 15-25 et c'est que j'ai des conversations, ce ne sont que des suites de bulles audio, de mini bulles audio, mais de trucs de 5 secondes, 10 secondes. Et maintenant, les gens même utilisent Instagram comme, enfin moi il y a des gens à qui je ne parle que sur Instagram. Et que en audio. En asynchrone comme ça. C'est ça. C'est fou. Ouais, non, mais donc il y a des tendances. C'est une tendance forte. C'est hyper bien que tu dises ça. Effectivement, même si c'est pas média, mais c'est une vraie tendance en tout cas d'interaction vocale entre les gens. Donc, ouais, et puis même un peu les assistants vocaux, tu vois. C'est-à-dire quand même qu'il y a un usage de la voix et même, j'allais dire côté média, il y a déjà des premiers usages qui se développent. Moi, je voyais pendant le confinement un média outdoor qui s'appelle les Others. Ils avaient proposé justement à leur communauté d'envoyer des petites capsules audio pour dire justement comment ils vivaient leur confinement. Hugo Travers vient de faire ça et a lancé un appel justement sur la jeunesse et la crise que la jeunesse connaît actuellement. Et ce sont que des capsules audio qu'il a diffusées à la fois sur TikTok, sur Instagram. Et là, je crois qu'il a été invité de Bruce Toussaint à la télévision. Donc, on aime bien faire venir les gens d'Internet à la télévision. Mais il y a un vrai usage de la voix justement parce que on sort de ce côté simplement écrit et il y a un côté très simple à faire ça. C'est moins angoissant, je pense, que prendre son téléphone et parler. D'un coup, on peut juste raconter quelque chose. Ok, donc c'est intéressant en tendance à voir ce que ça donnera et est-ce que les médias arriveront aussi à s'emparer de ces usages-là, soit pour communiquer, soit tout simplement publier, puisqu'effectivement, et c'est un peu le point suivant sur les formats de capsules vidéo, TikTok, donc pas mal d'espèces de capsules vidéo qu'on peut dire qui a été copié par Instagram Reels. Est-ce que tu as regardé un peu tous les médias qui s'étaient lancés sur Instagram, pas Instagram, pardon, sur TikTok? Alors oui, je viens de voir en plus que l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, venait de rejoindre TikTok. Alors petite info, j'enregistre avec l'INA la semaine prochaine. Ils font des choses très chouettes. Ouais, Madeleine, leur service. Ouais, Antoine Bayet. C'est Antoine que je reçois en l'occurrence. Et Antoine Bayet, avec qui j'ai eu la chance de travailler à Radio France, qui est quelqu'un d'assez malin. Mais non, TikTok, justement, il y a plein de trucs chouettes. Après, toujours la même vigilance. On a parfois beaucoup de médias veulent aller sur toutes les nouvelles plateformes et ils imposent leur code. Et que ce soit sur la communauté TikTok ou la communauté qu'il peut y avoir sur Instagram, vous pouvez rapidement vous prendre une énorme claque à la fois de la part de la communauté. Je me souviens quand Le Monde est arrivé sur TikTok, tous les gens qui en commentaire vraiment putain un câble parce que c'était mais pourquoi ils sont un compte certifié alors qu'ils ont personne en nombre d'abonnés. Ils en ont 120 000 maintenant. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont arrivés en juin 2020, 120 000 et très pédagogique dans l'approche. Mais il y a des trucs très chouettes. Moi, c'est le compte que j'adore sur TikTok côté médias, c'est celui du Washington Post, parce que justement ils ont su adapter les codes, c'est hyper incarné et c'est juste à mourir de rire. Plus de 800 000 abonnés. C'est trop drôle, c'est un moyen de traiter l'actualité et justement parce que ils respectent les codes. Je pense que il y a le même débat sur Twitch, Samuel Etienne et tous les médias qui veulent arriver sur ces nouvelles plateformes. Ça marche quand on y arrive avec de l'humilité, du pragmatisme et qu'on s'adapte au code de la plateforme. On n'essaye pas forcément d'appliquer tous ces codes. Il faut qu'il y ait les marqueurs éditoriaux parce que le monde doit rester le monde. Il ne faut pas juste qu'il y ait des petits chats, si je caricature. Oui, tu peux pas faire juste du lol quand tu es le monde parce que c'est les codes de la plateforme. Exactement. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas simple. C'est surtout les personnes qui vont le faire. Tu vois, au-delà de la marque, c'est la personne qui comprend justement un peu cette alchimie entre les codes de la plateforme et les codes du média pour pouvoir le faire. Mais j'avais noté effectivement le Washington Post qui était un des premiers à se lancer et être certifié. Et donc cette personne, en l'occurrence, c'est Dave Jorgensen, qui est le producteur vidéo et qui lui donc a un peu tout compris. Le Monde, effectivement, le Guardian qui se foire un petit peu sur TikTok. C'est un peu pour moi aussi les médias qui ont pas forcément saisi les codes de la plateforme. On sent vite parfois un léger malaise, mais aussi parce que je pense que on manque parfois justement, certains médias traditionnels installés manquent parfois un peu d'humilité quand ils arrivent sur des nouvelles plateformes parce que justement ils ont une expertise journalistique, une expertise sur des formats. Oui, et puis parfois ils sont allés sur Insta, sur Snap avant, donc ils pensent comprendre les jeunes. J'allais dire comprendre les vieilles. Mais non, parfois ça. Après ça, je pense. Moi, j'ai justement des amis un peu plus jeunes qui ça fait beaucoup rire parce que justement ils voient ces grands médias arriver et ils disent mais c'est fou quoi, parce que même parfois ça les éloigne encore plus de ces marques médias là parce que sentiment de un peu côté boomer de se dire mais c'est quoi ces gens quoi. Ouais, c'est horrible. Donc, ils ont pas forcément une immense image, mais là d'un coup ça les enferme dans un truc un peu raté. Exactement. C'est compliqué. Mais donc l'humilité dont tu parles, je pense que c'est l'humilité, l'humour.
et l'honnêteté. T'as les 3 H, hein, c'est une grande notion en psychologie. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est les 3 H. Et TF1, juste que voilà, qui alors eux, pour le coup, c'est voilà, le relais des programmes de la chaîne, ça balance de là un peu pas mal de vidéos. Puis après, bon, ils sont tous combinés, Bruto Féminin, Allociné. Ça, c'était quand même peut-être pas l'Eldorado, parce que je pense que quelque part, la monétisation, elle est inexistante en l'occurrence, mais c'est une manière de tester un peu en laboratoire et de toucher les jeunes. C'est ça. T'as testé Reels, sur Instagram? Ouais, Reels, ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est à quel point justement, d'où la dépendance aux plateformes, mais aujourd'hui vous faites un Reels, il sera vu mais 1000 fois plus que si vous faites n'importe quelle story ou n'importe quel post. Donc je pense qu'il y a un intérêt justement à tester à la fois que ce soit sur Instagram les Reels, mais aussi le format guide qui existe maintenant sur Instagram. Reels, je trouve ça assez intéressant. Côté média, justement, il y a pas mal de choses à tester. Nous, justement, on s'apprête à le tester avec Médiane pour montrer les différentes revues qu'on peut recevoir chez nous. On est des amoureux aussi du papier et des belles revues. Donc, on compte le tester là. Mais il y a plein de trucs marrants et malins à nouveau à utiliser et à tester. Mais pareil, si tout d'un coup, il fallait investir des milliers d'euros pour tester ce nouveau truc, faut toujours se demander pourquoi on le fait, comment on le fait et dans quel but et à quel point ça sert mon audience. Est-ce que ça la fidélise? Est-ce que ça me permet d'acquérir de nouveaux publics? Mais juste, faut réfléchir avant de forcément se lancer et à nouveau de l'humilité parce que sinon, ça crée des grands moments de gêne sur les plateformes, quoi. Ouais, et puis de l'argent perdu parce que tu dois payer tes journalistes, tu dois produire, etc. Donc, c'est ça. Quel ROI, quel objectif, quel ROI, combien de temps on se donne, etc. J'avais noté un petit truc original pour le coup qui s'appelle Welcome Originals de Welcome to the Jungles. Désolé pour le mauvais jeu de mots que j'ai pas fait exprès, que je trouvais assez intéressant parce que c'est une des tendances un peu en dehors de médias, mais qui est le fait de se former en permanence dans la vie, toujours s'améliorer. Donc Welcome to the Jungle, c'est cette plateforme qui permet un peu aux boîtes start-up de se présenter. Et donc là, c'est une offre payante de SVOD avec à la fois des capsules vidéo, de l'audio, du shotcast qui sur des sujets de management, etc. Je sais pas si tu l'avais vu ou regardé. Si, alors je trouvais ça très beau en termes du UX, ça rappelait un peu ces plateformes d'SVOD et puis sur ces formats. En plus, j'aime bien Welcome to the Jungle parce que quand j'étais étudiante, j'ai monté une asso qui s'appelle toujours, ce qu'elle fait de sa 6e année, We Start, et on avait fait pitcher pour notre premier événement Welcome to the Jungle à l'époque où ils étaient chez Numa. Et ce que j'ai toujours trouvé très intéressant avec Welcome, c'est qu'il y avait cet enjeu de recrutement, mais il y avait cet enjeu média très fort défendu par Jérémy Cléda. Et Welcome, c'est vraiment un média, ils ont un magazine papier, ils ont des contenus, et c'est-à-dire que quand on lit notamment et quand on voit ce qu'ils font avec Welcome Originals, on voit qu'ils ont passé du temps, qu'ils ont pensé la plateforme elle est canon. Non, c'est justement, je trouve, dans les réussites un petit peu de cette année, Welcome Originals, c'est rien que le produit est beau. Je l'ai pas encore testé, il faut que je le teste. Pas cher, je crois que c'est 3,99€ par mois, quelque chose comme ça, et puis sur des sujets hyper porteurs. Mais vraiment, oui, moi, je saluais la qualité de la plateforme, de l'UX, du design, etc. Tu sens un truc c'est beau, bien c'est pensé. Réfléchi, ouais, exactement. Puis ce mélange un peu de format, de capsules audio, vidéo, c'est vraiment bien tendance. Donc une sorte de média B2B en l'occurrence. Alors B2C, B2B, ils sont un peu à part, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant dans l'utilisation de ces formats. On a fait pas mal de tours. Je voulais parler rapidement de Salto, mais c'est pas vraiment sur les capsules vidéo. Et puis j'ai fait un épisode dessus. Tu t'as regardé Salto quand même par curiosité? Est-ce que tu te sens dans la cible, pas dans la cible? J'avoue avoir regardé Salto, mais plus par curiosité, un petit peu professionnelle, un petit peu professionnelle, et un peu me dire mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et en fait, je trouve que justement, on a beaucoup critiqué l'arrivée de Salto et beaucoup de gens se sont moqués et sur Twitter, ça rigolait beaucoup. Parfois un petit peu même méchamment, mais voilà, c'est Twitter. Je trouve ça intéressant. Enfin, je trouve que ça nécessaire que le service public se positionne là-dessus, mais pareil, un peu d'humilité. Alors après, service public et privé, hein, et TF1, privé. M6, etc. Mais je trouve ça intéressant que justement ces acteurs-là se positionnent. Après, voilà, c'est pour qui, comment. Il y avait des idées marrantes, notamment l'éditorialisation était assez poussée, donc je trouvais ça justement intéressant par rapport à Netflix où moi parfois ce que Netflix me propose, je suis un peu là. Vous êtes sûr que je vais regarder ça? Parce que vraiment, je vais pas le regarder. Ça, c'est la grande interrogation. C'est entre l'algo. L'algo Netflix. Entre je sais pas, ils ont annoncé des dizaines, voire des centaines de millions d'investis dans cet algorithme. Bon, des fois, je me pose un peu des questions. J'ai l'impression qu'ils me proposent un peu juste leur catalogue de base, mais faudra revenir dessus si quelqu'un de Netflix veut venir en parler. Ce serait cool. Mais non, Salto, quand même, oui, bon, voilà, c'est même pas une affection que j'ai pour eux, mais c'est vrai qu'on a tellement critiqué qu'au final, le produit est
correcte, belle UX, ils ont un bon catalogue, c'est pas que du Plus belle la vie. Et puis voilà, le fait qu'ils se soient tous réunis, alors c'est aussi parce qu'il faut lutter contre des plus gros, hein, tu sais, encore une fois, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, quoi. Mais à suivre, en tout cas. Rapidement, on reste sur les vidéos, sur les lives. Évidemment, année de confinement, année de crise sanitaire, ça a été l'explosion des lives. Nous-mêmes, on en a organisé pour des médias. On l'a fait pour Tétu, la Digital Pride, qui a vraiment, vraiment bien marché. On l'a fait pour la fête de l'UMA, qui a aussi très, très bien marché sur toutes les plateformes. Est-ce que tu as vu des belles initiatives autour des lives dans les médias ou même en dehors sur tout ce qui est live? Ouais, alors live, il y a deux choses. À la fois, ce qui peut se passer sur Twitch depuis quelques temps, je trouve ça hyper intéressant. Tu parlais de Samuel Etienne. Je parlais de Samuel Etienne parce que, on en a beaucoup parlé, notamment sur Twitter, mais je trouve que c'est génial qu'un homme, justement, de télévision arrive avec énormément d'humilité, se forme aux côtés de streamers expérimentés et, justement, arrive pour proposer quelque chose. Il est un peu exceptionnel. Hein. Je sais pas si t'as vu la vidéo brute sur lui. L'humilité étant pas, je pense que ça pourrait presque la gentillesse de Samuel Etienne. Enfin, les gens oublient que la bienveillance, c'est bien. Et quand on est justement humble, ça fait du bien aussi. Et justement, je trouve que l'arrivée de Samuel Etienne est un super bon exemple de comment la télévision et ce type d'acteur devrait arriver en fait sur ces plateformes-là. Mais aussi, voilà, ce que peut faire Jean Massier avec Acropolis depuis quelques temps. Et je regardais, c'était hier, le dernier vidéo live justement de AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, la représentante américaine au Congrès, et à quel point en fait le pouvoir aujourd'hui d'Instagram Live, mais du live de façon générale, quand il était bien maîtrisé, en fait, pouvait toucher. Enfin, moi, j'ai vu, je crois, la vidéo 6 heures après sa réalisation. Il y avait déjà plus d'1 million de vues. Et elle raconte en fait justement ce qui s'est passé à l'assaut du Congrès et comment elle transforme en fait cet incident absolument dramatique au niveau démocratique dans un message beaucoup plus large sur la question du traumatisme et de l'agression, et comment tout d'un coup elle raconte son histoire et elle transmet un message politique. Et le côté live où justement c'est un article que j'ai lu hier. Et qui racontait la puissance en fait de poser son téléphone et d'avoir l'impression de décrocher le téléphone, mais en fait c'est juste que en fait on s'installe devant son téléphone et on trouve ça plutôt bien parce que la personne vous parle, vous regarde. Et j'ai dû regarder, je crois que le live dure 1h30. Je me suis même pas rendu compte que j'ai regardé 1h30. Quoi. Alors que jamais tu te serais dit je vais regarder 1h30. Avec déjà un podcast d'1 heure, je suis un peu oh là, est-ce que j'ai vraiment 1 heure devant moi? Là en fait j'ai juste regardé parce que justement les codes, savoir parler, de toucher sa cible, et AOC maîtrise la communication comme une reine, mais aussi parce que un peu comme Samuel Etienne, je viens de comparer AOC et Samuel Etienne, c'est pas mal. Il y a ce côté de direct, humain. Et on l'oublie un peu trop souvent parfois dans les médias, quoi. Ouais, et c'est une super transition pour parler justement de l'autre côté. En fait, un fail de 2020, et c'est pas pour enfoncer, mais le live de Webedia, parce que justement, tu parles d'humilité, un humain etc. Là, en fait, on est tombé presque dans le cliché inverse d'une espèce de grosse machine où on pense avoir tout compris, et en réunissant autour d'une table tous les talents, on va avoir un truc magique. Voilà. C'est dur. Exactement. Et en fait, j'en parle encore une fois, non pas pour me moquer, parce que ils ont eu le courage, l'audace, et ils ont investi de l'argent, etc. Je pense que ça partait de bonnes intentions, mais totalement décorrélé de ce que tu dis, des codes, comment ça va marcher, etc. Il suffit pas d'avoir de l'argent et l'envie de le faire pour réussir, quoi. Ouais, c'est un bon exemple justement de peut-être ce qu'il faut pas faire, ou que ça serve aussi, je pense, de retour d'expérience. Faut pas vouloir imposer ces codes partout. Et notamment, je pense qu'il y a un mouvement actuellement sur les différentes communautés sur Internet il y a des communautés, il y a des usages, respectez-les. Essayez pas d'arriver avec vos gros sabots. Et notamment parce qu'il y a des personnes qui ont mis du temps à émerger sur ces plateformes-là. Je crois que c'est une interview de Natou, qui est vidéaste, et elle disait, mais alors est-ce que votre rêve, ça sera un jour d'être chroniqueuse à la télé? Et en fait, c'était tellement lunaire de dire, en fait, là, elle est actuellement vue par tellement plus de personnes. Je vois parfois le mépris qu'il peut y avoir comme des personnes comme Léna Situation. Enfin, c'est des personnes qui sont regardées par des millions de gens qui ont des messages, et non, elles n'auraient jamais le même impact en intégrant un média, un journal. C'est ça, et surtout c'est que en fait elles sont déjà beaucoup plus vues et écoutées sur leur plateforme. Pourquoi finalement, j'allais dire se rabaisser, mais pour elle, ça serait, je pense, Non, mais c'est hyper intéressant, parce que tu vois, il y a plein de médias qui veulent récupérer des podcasteurs, des streamers, etc. Mais ils se rendent pas compte, en fait, ils pensent que c'est des petits qui vont récupérer en talent. Ils se rendent pas compte, en fait, de la différence de poids, ou
c'est des codes, encore une fois. Ce sont des codes, et c'est aussi parfois je pense, un mépris, mais qui est animé par de la peur d'être renversé par ce nouveau type d'acteurs, mais parfois justement des grands médias installés traditionnels qui ont un regard limite de je vais vous aider, et en fait non, en fait c'est plutôt c'est moi qui vais t'aider, qui va te ramener ma communauté et t'apprendre comment ça marche. Exactement, et je pense qu'on peut apprendre, enfin c'est pas une question d'âge ou une question d'expérience, c'est qu'on peut apprendre toujours dans les deux sens, et donc faut juste, si on est humble, que ce soit quand on vient justement du milieu internet ou au contraire des milieux plus traditionnels de la télévision, de la presse ou de la radio, savoir qu'on peut apprendre des deux côtés, quoi. C'est important. Ouais, non, écoute, c'est très clair. Et les codes des plateformes, c'est vrai que c'est intéressant, juste pour finir sur le live, c'est peut-être une de leurs erreurs, c'est d'avoir voulu streamer en live sur toutes les plateformes en même temps, et donc se casser des codes. Voilà, quand tu streams sur Twitch, tu réagis avec ta communauté différemment qu'un YouTube Live ou qu'un Facebook Live, etc. Et en fait, ils ont voulu être partout en se disant, plus on est sur des plateformes, plus on aura d'audience. Mais donc, ils ont coupé toute couche d'interactivité, les gens savaient plus où ils pouvaient suivre, commenter, etc. Donc t'es arrivé sur un truc en fait très linéaire qu'on te pousse et sur lequel tu peux pas interagir, ce qui était pas du tout la promesse de base, quoi. Exactement, et en fait c'est pas parce que c'est du live que, comme tu disais, sur Instagram, l'Instagram Live est pas le même que sur Twitch, et pas le même sur Facebook, et pas le même que sur YouTube, et en fait ce sont des codes et des communautés différentes, et si on oublie ça, en fait on fait un mauvais pas de côté, quoi. Oui, et là c'est le méchant pas de côté dont on n'a pas le mal parlé. Donc je referme cette parenthèse, parce qu'évidemment le but, encore une fois, est vraiment ils ont voulu tenter quelque chose, donc voilà, comme on dit. Il faut toujours tester. Ouais, grave, exactement. Il faut toujours tester, mais peut-être de manière plus simple, plus pragmatique, plus agile, plus humble. Encore une fois, même si on l'aurait pas mal dit, mais c'est peut-être le mot en fait des tendances 2021, quoi. C'est être un peu humble, tester, puis voir apprendre un peu. Voilà pour moi, grosso modo, un petit peu les grandes tendances. On a parlé des lives. Alors si peut-être la diversification qui est un peu en ouverture, justement, un peu dans l'entonnoir, tu sais, le truc très scolaire, tu termines en ouverture, mais la diversification, alors j'avais noté deux, trois trucs bruts. Alors évidemment, avec cette interview Macron, c'était un superbe coup médiatique, mais donc ils ont sorti un livre, ils ont sorti une newsletter, ils se sont lancés sur Molotov avec des mini-documentaires. Voilà, période de crise ou pas, la diversification, c'est toujours quelque chose qui marche bien, qui permet d'aller chercher de nouvelles lignes de revenus. Est-ce que tu as des exemples de diversification, de podcasteurs qui ont sorti des livres? Il y a pas mal de choses. Alors ouais, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant à la fois sur Brut, mais sur la diversification de façon générale. Brut, mais aussi d'autres médias à la Brut, on va dire, qui reviennent aussi à nouveau à des marques médias assez incarnées, des liens avec de l'audience directe. Donc la newsletter de Brut, on est passé d'un média à la base qui était que présent sur les réseaux sociaux à finalement un média qui avait aussi un site, qui avait une newsletter, qui avait un livre. Et aussi, je pense que ils ont eux-mêmes compris que même s'ils entretiennent des bons liens avec les plateformes, il fallait entretenir ce lien-là. Et pareil sur les podcasts. Quand on voit le livre de Binge Audio de Victoire Tualon, Les coups sur la table, c'est absolument génial. C'est une super bonne stratégie. Bon, Binge Audio et d'autres studios de podcast font ça de façon assez intelligente, mais de les emmener en librairie. Moi, j'ai acheté Les coups sur la table, je lisais déjà Victoire Tualon, mais tout d'un coup de pouvoir l'offrir. Moi, je vois à mon entourage de pouvoir offrir un podcast aussi nécessaire que Les couilles sur la table. Tout d'un coup, vous pouvez l'ouvrir à votre père, à votre mère, à vos amis. Et qui a beaucoup plus d'impact que de dire écoute ce podcast dont je t'ai parlé. Exactement, chose que vous n'avez jamais fait, on le sait. Exactement, on le sait. Donc non, effectivement, c'est bien, ça permet de toucher des nouveaux publics, des nouvelles cibles, d'être un peu plus bulletproof sur les annonceurs et la publicité. Donc voilà, pareil, si on doit passer un message, c'est essayer de vous diversifier tout en restant un peu cohérent quand même par rapport à votre ADN. Il s'agit pas non plus de vendre de la lessive quand t'es un média. Au contraire, même de faire quelque chose qui est cohérent. Nous, on a accompagné Siam Gibril, la fondatrice de Génération XX, dans la sortie d'un hors-série papier. Justement, son objectif, c'était pas d'un coup de le vendre partout en librairie, mais c'était une sorte de cadeau à sa communauté, dédié à l'écoute, et qui est aussi un premier pas dans sa nouvelle aventure médiatique. Et en fait, c'est quelque chose qui a trouvé aussi son public, parce que hyper fidèle à ce qu'elle racontait dans son podcast, hyper proche de son identité, de l'identité de sa communauté, et on a développé maintenant une communauté, on a structuré sa communauté avec elle, mais aussi parce qu'il y a quelque chose derrière, quoi. C'est pas juste cool, je sors un livre parce que j'ai fait un podcast, quoi. C'est ça, qui risquerait pareil d'être un flop ou d'être trop vu comme quelque chose d'opportuniste. Exactement. qui n'a pas d'intérêt. Il faut que ça arrive au bon moment, que ce soit bien travaillé.
Donc voilà, attention à l'effet d'aubaine à un moment donné, de pas aller trop vite et de bien rester dans son ADN. Super, merci Marine pour ce tour des tendances à refaire sur l'actualité, etc. Mais en tout cas, voilà, juste pour résumer, donc ces grandes tendances qu'on a vues et qui vont forcément se confirmer, dont on parlera en 2021, les newsletters, le boom de la voix avec les podcasts, les formats capsules vidéo. Et on aurait presque pu dire aussi les stories qui vont avec dans les médias. On voit de plus en plus de web stories qui arrivent. La diversification et puis les lives. Là, un peu forcé, à marche forcée, hein, cette digitalisation des événements, mais on en parle beaucoup. Il y a plein de choses qui se font. Et en ce moment même, il y a la Presse au Futur qui est un salon. Alors, quand l'épisode sera diffusé, il sera terminé. Donc, ça ne servait à rien comme remarque. Mais bon, vous pourrez aller voir en replay tous les ateliers et conférences de ce salon où on est présent par ailleurs. Marine, merci. Merci François. À bientôt et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. À bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.